Les rencontres de l'heure. C'est une mesure de paresseux. Francis Gosselin. Qu'est-ce que tu fais d'envoyer de l'argent à du monde qui gagne 98 000 par année? La rencontre, Barry Gosselin. On va parler économie avec Francis Gosselin. On va commencer avec l'Union européenne qui ouvre encore une fois une enquête sur Microsoft. Oui, effectivement, on accuse du côté de l'Union européenne Microsoft d'utiliser sa position dominante, notamment à cause des suites là, Microsoft 365 et Office 365, qui intègrent spontanément l'application Teams, que tu connais certainement, Jean-François Barry, et donc qui effectivement s'installe sur les ordinateurs de sorte qu'ils deviennent un peu incontournables. Ça rappelle des histoires là, dans les années 90, début 2000, là, avec Internet Explorer et tout ça, là, qui venait installer, là, tu te rappelles, avec Windows. Ça venait tout ensemble. Autre temps, autre mœurs, pourrait-on dire, mais quand même, là, il y a cette similarité. Et puis, ce qu'ils disent, en fait, là, c'est que bien que les outils, disons, de travail à distance, de vidéoconférence et de chat interne aux entreprises soient devenus évidemment incontournables avec la pandémie, le fait que Teams soit comme un peu omniprésent puis un petit peu pernicieux là, à travers l'univers Microsoft, ça limite la concurrence puis ça empêche ultimement là, certains autres acteurs de pleinement profiter de cette nouvelle panacée. Il y a évidemment l'entreprise Slack que tu connais aussi, j'imagine. Slack? Non, je me suis fait slacker quelquefois, mais je connais pas. Slack, en fait, c'était une start-up. Maintenant, c'est rendu assez gros. Là. C'est vraiment un outil de chat interne là, avec des canaux, etc., qui a été racheté par Salesforce depuis. Là, mais en 2020, ils avaient déposé une plainte là, auprès des autorités européennes, notamment pour un petit peu explorer là, la problématique de la position dominante de Microsoft dans cet univers-là. Donc, de nouveau, Microsoft va devoir se défendre là, de cette espèce de stratégie qu'il répète constamment, là, de vraiment d'envahir un petit peu là, les ordinateurs et les vies de leurs clients avec des outils duquel on peut difficilement se passer, mais qui en même temps, évidemment, exploite un petit peu cette dépendance en même temps. Mais tant qu'on ne va pas leur interdire ou les punir, je veux dire, on le ferait tous. Là. Mettons que c'est à moi Microsoft, c'est sûr que je dirais, assurez-vous que quand on installe Microsoft, qu'on installe... Bien sûr. Bien sûr, mais la question, justement, c'est dans quelle mesure est-ce qu'il y a encore de la concurrence qui est possible sur ces instruments-là. Puis c'est pas comme si Teams c'était nécessairement comme un standard industriel. Je veux dire, c'est une de plusieurs options, mais le fait que Microsoft s'installe avec des outils que... Tu sais, je sais pas si tu as déjà essayé de vivre là, pendant plusieurs semaines sans Word, Excel et PowerPoint, là, mais il y a des alternatives open source, là, mais je te dirais que c'est pas simple. Ouais, moi, je suis sur Mac. Fait que... Oui, mais il y a des gens sur PC qui vont t'envoyer des documents. Puis, c'est un genre d'obligation dans une certaine mesure comme outil à utiliser. Puis ce que dit l'Union européenne, c'est que ça décourage la concurrence. Puis ça fait en sorte que d'autres entreprises qui voudraient offrir des services dans cet espace-là, qui est celui occupé par Teams, n'ont pas le même accès à la clientèle en raison de leur position qui est peut-être moins occupante là, dans les ordinateurs des individus et des entreprises. On va revenir dans notre pays d'émission du côté de Montréal. Ouais, ben c'est une drôle d'affaire là, qui s'est emballée un peu comme de la mauvaise mayonnaise, là, mais je lisais là, presque tous les médias québécois ont relaté la nouvelle. C'est la présidente du syndicat des employés de la ville de Montréal qui est accusée en fait de malversation, là, de mauvais usage des fonds syndicaux. Elle aurait notamment déclaré là, des dépenses personnelles là, bien au-delà de ce qui est acceptable. Il y a une firme comptable qui a été embauchée pour faire la lumière sur les événements et donc dans la foulée de tout ça là, qui date là, de comme hier, là, en tout cas moi j'ai tout découvert ça là, vraiment il y a quelques heures, cette présidente-là qui avait été élue par acclamation en 2021, a démissionné aujourd'hui. Là, donc, il s'agit de Guylaine Dionne. Évidemment, ça a créé un trou, donc qui a rapidement été bouclé là, par le secrétaire du syndicat, Patrick Dubois. Maintenant, je connais ni l'un ni l'autre. Je suis quand même un petit peu, je sourcille, Jean-François, parce que si il y avait des mauvaises déclarations ou carrément des malversations de la part de la présidente, il me semble que le secrétaire aurait dû
s'en apercevoir. Ben ouais. Là, tu sais, mais encore une fois, là, je ne présuppose pas de connaître le fonctionnement intime là, de cette organisation-là. Plusieurs journalistes ont essayé de joindre là, Mme Dionne, mais elle ne souhaite pas répondre aux questions des journalistes. Elle dit qu'elle va s'exprimer le temps venu, mais pour l'instant, elle a définitivement quitté l'organisation, même que son courriel indique qu'elle est en absence indéterminée, là, c'est-à-dire que clairement, c'est la fin du parcours pour elle. Je veux juste que tu m'expliques ton expression. Ça s'est envolé comme de la mauvaise mayonnaise. Les gens se ruent là-dessus, de la mauvaise mayonnaise? Parce que tu as souvent des expressions colorées. Celle-là, si tu fais de la mauvaise mayonnaise, ça s'envole. C'est ça, tout le monde se garoche? Non, mais as-tu déjà vu comment on faisait la mayonnaise, Jean-François Barry? Non, je suis mieux pas. Il faut que ça, tu sais, il faut battre. Non, mais c'est de la bonne mayonnaise ou de la mauvaise de la vraie mayonnaise. C'est de la même façon. Okay. Faire de la mayonnaise, il faut battre les blancs d'œufs et donc ça prend comme de la mayonnaise, mais donc cette nouvelle, elle prend, mais comme de la mauvaise mayonnaise. Écoute, je pense qu'on peut passer ne pas trop approfondir ma métaphore. Elle m'est venue sur le coup du moment. Je réalise finalement que je vais peut-être ne plus jamais m'en servir. Mais... J'ai déjà sorti... mais tu fais de très bonnes métaphores. Je te trouve souvent brillant. Celle-là, j'ai fait « Attends un peu, je la comprends pas ». J'ai déjà sorti en conférence que j'avais pédalé dans le yaourt et donc celle-là aussi, on me l'a fait répéter. Finalement, on a décidé de la mettre définitivement au placard. C'est bon, on va l'enlever celle-là. La croissance américaine qui résiste malgré toutes les interventions, ça c'est phénoménal, même en bourse, tout le monde continue d'être positif, ça monte là depuis 10 jours. On est même un peu découragé du côté des États-Unis, puis on pourrait même craindre le pire parce que ce scénario-là qu'on voit présentement, on l'a vu, là, genre c'est en 2009, je pense, ou 2010. Là, c'est exactement à peu près les mêmes genres de chiffres qui ont fini par mener à une débâcle. Ben, puis effectivement, tu sais, c'était voir aussi la face de M. Powell aujourd'hui, le gouverneur de la Réserve fédérale américaine. Hier, tu te rappelleras, on en a parlé, annoncé une augmentation du taux directeur américain, prétextant que l'économie allait bien, que l'emploi était fort, etc. Puis là, aujourd'hui, on apprend que si tu regardes le graphique là, de la croissance américaine, c'était plutôt en mode de ralentissement, là, si tu veux, depuis quelques trimestres. Les chiffres sont toujours là, sur une base qu'on appelle annualisée, là, c'est-à-dire qu'on regarde si on prend la croissance de ce mois-ci puis qu'on l'extrapole sur l'année. Donc, on était passé là, sous la barre des 2% de croissance annuelle et là, ça repart à la hausse. Mais ce qui est particulier, Jean-François, évidemment, c'est que les taux, eux, ne cessent d'augmenter. Donc, généralement, quand on augmente le taux directeur, ça contraint l'investissement, ça contraint l'activité économique, puis de manière assez linéaire, là, ou presque, ça fait décroître la vigueur d'économie. Là, c'est comme on rajoute des augmentations de taux et pourtant l'économie repart là, comme en forme de V, si tu veux, là, sur le graphique. Et donc, ça décourage évidemment bien des économistes et bien des banquiers. Là. Et là, personne ne comprend pourquoi. Ben, personne ne comprend pourquoi la demande continue d'être forte, les gens continuent de consommer énormément, il semble y avoir une forme d'insensibilité au prix du côté du logement, les gens continuent d'acheter de l'immobilier, même si le coût de financement a augmenté dans certains cas de 30-40%, ils utilisent leurs économies, ils se serrent davantage la ceinture, mais donc l'économie continue d'aller très bien. La demande extérieure aussi est forte, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'exportations, donc il y a plein de facteurs, là, c'est pas une seule chose. Mais encore une fois, ce qui est particulier, c'est que le contexte de financement macro, là, le taux directeur semble, tu sais, mettre de la misère sur les gens et les entreprises. Et pourtant, c'est comme s'il y a une résilience là, qui ne veut pas mourir. Écoute, c'est une bonne nouvelle objectivement. On n'est pas contre la croissance, on n'est pas contre le plein emploi. Hein. C'est des bonnes nouvelles, là, généralement. Ouais. Plus de richesse, plus de jobs. Mais là, effectivement, ça laisse présager qu'en septembre, peut-être, là, la Fed va encore augmenter ses taux. Et là, tu sais, on creuse l'écart avec le Canada aussi pendant ce temps-là. Donc ça, c'est une moins bonne nouvelle pour les Canadiens aussi, évidemment. On va suivre ça de près. Alors, Francis Gosselin, merci pour cette chronique, tes expressions savoureuses et on se retrouve demain. Mayonnaise m'en vôtre, M. Barry. Salut.